Oui, bonjour à tous. Écoutez, merci de nous rejoindre. Vous êtes assez nombreux puisque vous êtes plus environ 300 à nous écouter. Je pense qu'il y a pas mal de participants qui étaient déjà là ce matin, donc je vais être très court pour vous donner quelques nouvelles du CRA. Nous faisons donc avec le CLENAM la 223e réunion que nous avons été obligés de transformer de présentiel en webinaire, deux webinaires, un à 11 heures ce matin sur les problèmes de booster les fonds propres et un cet après-midi qui sera présenté par Jean-Guy Kéronès. Un petit mot sur l'évolution du CRA. Je vous rappelle et je vous signale que nous continuons à faire toutes nos formations et notamment la formation de 3 semaines qui est très recommandée à tous nos repreneurs et que nous faisons en présentiel. Nous avons loué pour ça une grande salle qui permet d'accueillir 20 personnes. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Les formations chez nous continuent, de même que l'activité courante. Je crois que je ne vais pas prendre plus de temps de parole et que je vais passer la parole à Jean-Guy Quéromès, qui est le président du CLENAM, qui va vous présenter l'intervention de Benoît Couty. Voilà, à vous, Jean-Guy Quéromès. Merci beaucoup, Francis. Très, très heureux de vous revoir. Alors, je ne sais pas si vous étiez tous là ce matin ou pas, mais il y en a pas mal de monde. On aurait préféré, bien évidemment, comme Francis vous l'a dit, faire ça en présentiel. Cela dit, vu le nombre de personnes qui se sont inscrites, je pense que ce type de webinaire permet aussi à un certain nombre d'entre vous qui n'auraient pas pu venir à Paris de participer à ces séances extrêmement intéressantes. Et c'est un des intérêts de ces séminaires sous cette forme-là. Du côté du CLENAM, on continue les activités presque comme d'habitude, avec les contacts en présentiel ou pas au sein de IENA ou en province dans les différentes antennes, dans les deux activités à la fois d'accompagnement à la création et de reprise ou de session. Là, on va travailler sur un sujet qui intéresse beaucoup de monde parce que dès qu'on parle de risques fiscaux, ça parle à tous. Grâce à Benoît Couty, qui est avocat au cabinet Pichard et que je remercie d'intervenir et qui va nous présenter les risques fiscaux lors d'une reprise. Donc, Benoît, à vous. Et encore merci. Oui, bonjour à tous et merci beaucoup de me proposer de faire cette présentation. Mon cabinet, le cabinet Pichard Associés, est partenaire du CLENAM depuis plusieurs années et donc régulièrement on vient vous faire des présentations, moi sur le côté fiscal en particulier. Et donc aujourd'hui, je suis venu vous parler de voilà quels sont les risques fiscaux lors d'une reprise. Alors c'était le titre du webinaire et j'ai ajouté un sous-titre qui a son intérêt, c'est travaux de due diligence fiscale puisque vous allez voir, on va aborder aujourd'hui, si vous pouvez voir sur ce premier slide, deux parties. J'irai peut-être un peu plus vite sur la première partie et j'insisterai plus sur la seconde partie qui est voilà, le morceau principal. La première partie, c'est le process. Alors ça, c'est pour vous expliquer comment se passent les travaux d'audit, de due diligence fiscale et comment ce process est mis en place. Voilà. Et donc, il y a les plusieurs étapes qu'on va aborder tout de suite. Sur le process, donc tout d'abord, ça intervient, l'audit fiscal intervient dans une période d'acquisition, c'est-à-dire qu'il y a un acquéreur qui souhaite acquérir une société, et en général, il y a une lettre d'intention qui ouvre une période d'exclusivité qui permettent de mener des travaux de due diligence. Voilà. Alors, en effet, l'audit, ça implique un coût qui peut être plus ou moins important pour l'acquéreur ou l'investisseur. Et donc, il souhaite bénéficier d'une période d'exclusivité au terme de laquelle il doit faire une offre ou libérer le vendeur. Il veut être sûr qu'en gros, il n'engage pas des travaux d'audit sans et puis que quelqu'un d'autre achète. Donc voilà. Donc il y a une période qui s'ouvre. C'est un timing qui est bien calculé. Alors sur le périmètre de l'audit fiscal, c'est qu'un élément hein, de l'audit. En général, il y a un audit juridique sur les contrats, les actes de la vie de la société, etc. Il y a un audit financier sur la comptabilité, les cash flows, le business plan, un audit social, contrat de travail, etc., propriété intellectuelle, réglementation sectorielle, donc sur tout ce qui est autorisation, licence, impact de l'acquisition sur les côtés réglementaires, et l'audit fiscal qu'on va aborder aujourd'hui, qui, alors il faut le noter, est différent de l'audit financier. Hein. L'audit fiscal, c'est la revue du résultat fiscal et un peu du résultat comptable, mais disons que l'audit financier couvre en général la revue de la comptabilité. Hein, donc,
l'audit fiscal, voilà, et souvent on fait la confusion entre l'audit financier comptable et l'audit fiscal, c'est pas forcément la même chose. Même si on interagit, en général, quand on fait une due diligence, on interagit avec les comptables et les financiers, mais ils ont leur propre travail qui est la vérification de la comptabilité et des documents comptables, etc. Nous, en tant qu'avocats fiscalistes, c'est pas notre travail, c'est pas sur ce point qu'on intervient précis. Alors, la durée de l'audit, en général, peut durer 2-3 semaines. Alors, sur le périmètre de l'audit fiscal, c'est classique, c'est l'impôt sur les sociétés, la TVA, les respects des obligations déclaratives, paiement de l'impôt, etc. Tout ce qui est crédit d'impôt, et puis tout ce qui est régime dérogatoire, régimes spéciaux, etc. Alors là, je vous ai mis en copie d'écran sur le slide le scope traditionnel d'une revue fiscale. Vous voyez, on revoit le résultat fiscal des 3 derniers exercices, la revue des actifs et des passifs fiscaux comptabilisés, donc ça peut être des dettes d'impôt, des crédits d'impôt, les actifs non comptabilisés qui sont en général les déficits reportables, par exemple. On fait une revue formelle des déclarations de TVA sur les 3 dernières années et on fait un contrôle de cohérence avec le résultat déclaré sur la même période. Alors, il faut savoir que sur la TVA, c'est particulier. Un véritable audit de TVA, ça prend beaucoup de temps, c'est très détaillé. Donc, on ne fait jamais d'audit complet en TVA dans un premier temps, sauf pour des gros dossiers. Et en général, c'est une revue, ce qu'on appelle une revue formelle. Donc, on va revoir les déclarations de TVA et on va voir si c'est cohérent, si c'est bien déclaré, s'il n'y a pas d'anomalie. Mais on va pas creuser, parce que pour creuser en matière de TVA, il faut rentrer vraiment dans le détail. Et en général, sur des plus petits dossiers, on n'a pas le temps de faire ça. Voilà. Ensuite, dans le scope, on a toujours la revue du respect des obligations déclaratives, notamment concernant ce qui est IFU et DAS2. J'expliquerai un peu plus tard ce que c'est. Mais ça, c'est un point qui revient très souvent dans les audits, qui est souvent un point qui est signalé à la fin de l'audit, comme un risque fiscal. Alors, le cas échéant, on revoit les aspects fiscaux des opérations de restructuration qui ont pu intervenir. Donc, ça peut être des acquisitions, des augmentations de capital, des fusions, des choses comme ça, parce que ça peut générer de la fiscalité latente, des impositions, des plus-values en report, etc. On regarde aussi, le cas échéant, les conséquences des derniers contrôles fiscaux ou des contrôles fiscaux en cours, voilà, pour savoir quels sont les impacts. Soit il y a eu un contrôle dans le passé et on voit quel a été l'impact. Est-ce que après le contrôle fiscal, les choses ont été régularisées ou pas? S'il y a un contrôle fiscal en cours, quel sera l'impact à l'avenir, voilà. Et puis on fait une revue souvent aussi un revue du statut de PME communautaire, hein, et son maintien post-opération. Parce que le statut de PME communautaire ouvre droit à certains régimes, notamment en matière de crédit d'impôt, voilà, et en fait, les critères sont assez complexes et dépendent beaucoup de la composition du capital de la société. Donc c'est un point qu'on est souvent amené à regarder et qui peut être impacté par l'acquisition elle-même. Alors toujours sur le process, donc on commence par faire une demande de documents. Voilà, alors là je vous ai mis aussi une liste de documents types. Alors il faut savoir que la liste, en général, elle est adaptée à chaque dossier, hein. C'est-à-dire qu'en fonction du profil de la société cible, on ne va pas forcément faire les mêmes demandes. Enfin, ça, c'est vraiment la base, entre guillemets, c'est le tronc commun, on va dire. Donc, on demande les états financiers et les liasses fiscales sur les 3 derniers exercices, les relevés d'acompte, de solde d'impôt, de solde de paiement de l'impôt sur les 3 derniers exercices, les déclarations de TVA, IFU, DAS2, toujours des 3 dernières années. On demande les échanges de courrier avec l'administration fiscale. On demande les PV d'Assemblée générale des 3 derniers exercices. La documentation juridique concernant les opérations de restructuration. Donc, s'il y a eu des apports, des cessions de fonds de commerce, des augmentations de capital, on revoit toute cette documentation. Point important, c'est un point sur lequel on insiste, c'est on souhaite revoir également tous les contrats passés avec des partenaires liés. Ça peut être des filiales, ça peut être des sociétés mères, ça peut être des sociétés avec un actionnariat commun, voilà, ou des contrats passés avec un des associés. Tous ces contrats, toutes ces relations liées, entre guillemets, sont souvent source de risque fiscal, donc on regarde en particulier ces documents-là. Et puis, si possible, on souhaite pouvoir avoir un entretien téléphonique
avec un responsable comptable ou financier de la société cible. Alors voilà, là, on envoie cette documentation. Ensuite, la société cible met à disposition ces documents sur une plateforme, souvent sur une plateforme cloud. Hein, donc ça peut être soit générique, soit une plateforme spécialisée sur les due diligence. Et ensuite, donc, les documents sont téléchargés et on les consulte. Alors, il faut faire attention parce que tout ce process est très suivi, c'est-à-dire qu'on sait quels documents sont téléchargés, à quelle date, à quel moment ils sont consultés, s'ils ont été consultés ou pas, etc. Et c'est important parce que quand un document est communiqué dans le cadre d'une data room de due diligence, ça veut dire que l'acquéreur potentiel en a pris connaissance. Ça veut dire donc que le risque, entre guillemets, il est révélé. Donc, l'avocat qui regarde le document, si le document contient un élément de risque, il est censé le connaître. Donc, il ne peut pas ensuite dire vous ne m'avez pas communiqué vous m'avez pas fait part de ce risque. Voilà. Donc, il y a un élément important dans le process, et le fait que c'est suivi. Alors ensuite, donc on revoit les documents et ensuite on a un process qui s'appelle Q&A, donc Question and Answers, où en fait c'est un tableau Excel où qu'on va échanger entre nous, les conseils et la société cible, où on va lister l'ensemble de nos questions qu'on a au vu des documents. Donc pareil, là tout ça est répertorié, tout ça est daté, on a la date des questions, la date des réponses. Voilà. Et donc là, c'est un peu le cœur du sujet, c'est-à-dire qu'on va toutes les choses qui nous semblent anormales ou qui n'ont pas d'explication ou sur lesquelles on a un soupçon qu'il n'y a pas un traitement correct, on va poser toutes ces questions par écrit et on va attendre les réponses écrites de la société cible. Et ce questionnaire ensuite peut éventuellement être discuté à l'oral au cours d'une réunion téléphonique avec un responsable comptable ou financier de la société cible. Alors là, vous pouvez voir, j'ai anonymisé le questionnaire, mais c'est typiquement le type de questions qu'on peut poser dans un dossier que j'ai traité. Alors, j'ai pas dit au début, mais peut-être en présentant, je fais plusieurs audits fiscaux pour des institutionnels. J'en fais à peu près, on va dire en moyenne, un par mois ou un tous les 2 mois, et ça peut être c'est souvent pour la Caisse des dépôts ou la BPI. Et les sociétés cibles sont vraiment tout type de profil, mais ça peut être des sociétés assez petites. Ça peut être des startups, ça peut être vraiment des sociétés en cours d'amorçage, ça peut être des sociétés qui n'ont pas encore clôturé l'exercice. Et donc forcément, le travail dépend aussi du profil. Alors je crois que c'est pour finir sur le côté process. Donc ensuite, tout ça aboutit à un livrable qui est donc une conférence téléphonique d'étape avec nos clients et puis un rapport final de revue fiscale qui inclut donc une description de la situation fiscale globale de la société. Donc là, c'est une appréciation globale des choses, est-ce que c'est bien tenu, etc. Voilà, c'est quelque chose qui est assez important puisqu'en fait, quand on va recevoir les documents, on va avoir, par rapport à ce qu'on voit habituellement, on va voir si les choses sont bien faites, si c'est carré, si c'est professionnel, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va indiquer dans notre rapport. Ensuite, on va faire une description des éventuels risques qu'on a identifiés. Hein, donc, ça peut être des actifs. C'est-à-dire qu'on peut aussi identifier des actifs. On n'identifie pas forcément que des passifs et des risques. On peut aussi identifier des actifs fiscaux qui ne sont pas dans les comptes. Ça peut arriver. Donc, ça va dans les deux sens. Et puis, quand on peut, on fait un chiffrage de ces éléments et une appréciation générale du respect des obligations déclaratives, c'est ce que je disais. Et puis voilà, en gros, l'esprit l'enjeu de l'audit fiscal, c'est l'identification d'éventuels points fiscaux qui appelleraient à une réduction de prix, une garantie de passif, une régularisation pré-closing ou une revue complémentaire. Voilà, et on détaille tous ces points dans le cadre d'une réunion téléphonique. Alors, là, on passe sur la deuxième partie, donc sur, en gros, les risques fiscaux et l'information qu'on va donner à l'acquéreur. Alors, il y a une première partie importante, c'est la description du résultat fiscal et du compte d'impôt sur les sociétés. Là, c'est une partie un peu descriptive, c'est-à-dire qu'on va synthétiser quelles ont été les déductions fiscales, parce que le résultat fiscal résulte du résultat comptable. Donc, nous, ce qu'on va regarder en détail, c'est
les déductions de produits qui ont été comptabilisés et qui en fait ne sont pas imposables. On va regarder aussi les réintégrations de charges qui ont été comptabilisées et qui en fait sont non déductibles. Et puis on va regarder aussi les déductions et réintégrations purement fiscales. Donc là c'est descriptif, on va lister l'intégralité des retraitements fiscaux qui ont été faits. Voilà. Et puis on va indiquer aussi quel est le montant des déficits reportables s'il y en a, et quel est l'historique des déficits reportables, et si quelque part il y a une cohérence dans le suivi des déficits reportables, parce que c'est aussi souvent un sujet pour les sociétés déficitaires, ce qui est le cas quand même assez souvent pour les startups. Il peut y avoir des, voilà, dans l'enchaînement des exercices, des fois des choses qui sont des incohérences dans le suivi des déficits reportables. Et puis il peut y avoir des événements dans la vie de la société qui font que les déficits reportables ne sont plus valables. Donc voilà. Donc ensuite on fait aussi une description du montant de l'IS qui a déjà été payé. On va dire voilà, la société a bien payé ses impôts, on a pu le vérifier. Et puis ce qui reste à payer au jour de l'acquisition entre guillemets. Et puis également un détail assez précis de tout ce qui est crédit d'impôt, ceux qui ont été demandés, ceux qui ont été déjà imputés, ceux qui restent à imputer, ceux qui sont remboursables, dans quel délai, etc., pour vous donner une idée, s'il vous plaît, si vous voulez, à l'acquéreur, de voilà, en gros, quelles sont les échéances en termes de paiement d'impôts ou de remboursement d'impôts qui vont arriver après l'acquisition. Donc l'appréciation générale, j'en ai parlé. Appréciation générale de la qualité de la comptabilité des déclarations fiscales présentées, et puis appréciation générale, finalement, de la gestion fiscale. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on va voir assez rapidement. Est-ce que c'est une société qui, entre guillemets, qui a une gestion élaborée fiscale ou pas du tout. Donc voilà. Donc ça, c'est un point aussi intéressant pour l'acquéreur, de savoir est-ce qu'il y a un pilotage fiscal ou pas dans la société. C'est pas parce qu'il y a un pilotage fiscal qu'il y a forcément des risques, mais c'est juste un point intéressant à connaître quand on reprend une société. Alors voilà, sur les risques spécifiques identifiés, donc IS, TVA, compliance et autres. Alors, il y a déjà, ça arrive de temps en temps, c'est assez rare, mais ça peut arriver, il y a des erreurs, il peut y avoir des erreurs matérielles. C'est-à-dire, il peut y avoir dans les déclarations d'impôts des reports de sommes qui n'auraient pas dû être faites, ou mal faites, des oublis, des erreurs de ligne, des choses comme ça arrive. Donc ça aussi, c'est notre travail de nous identifier ça et de dire quel est l'impact. Quel est l'impact si on corrige. Donc il y a ce premier point. Il y a ce que je disais, tout ce qui est risque lié au contrat avec les associés et sociétés liées. Ça, c'est vraiment, je dirais, une source importante de risque fiscal, puisque c'est quelque chose que l'administration fiscale regarde. Parce que, en fait, nous, quand on fait un audit fiscal en tant que conseil, on a un peu le chapeau du contrôleur fiscal, donc on va essayer de réfléchir comme le contrôleur fiscal. Et on sait que les contrôleurs, dès qu'il y a des relations avec des sociétés liées ou des associés, ils vont essayer de s'intéresser à ça. Donc nous aussi, on s'intéresse à ça. Et ça arrive souvent qu'on questionne, on pose des questions. Voilà, la société a un contrat de prestation de service avec un des associés, avec une société qui appartient à un associé, ou avec une filiale, ou avec une société partenaire. Et puis on s'aperçoit aussi qu'il y a des prestations réciproques, c'est-à-dire qu'elles se rendent le service dans l'autre sens. Et puis on se dit, c'est bizarre. Enfin, voilà, là, je parle de cas un peu extrêmes, mais voilà, c'est bizarre. Il y a une société d'un côté qui a des déficits reportables, et puis qui facture des services à l'autre qui est profitable, et on comprend pas trop la consistance des services qui sont donnés. Donc voilà, est-ce que c'est pas quelque part une manipulation pour transférer des profits d'une société profitable vers une société déficitaire? Parce que c'est difficile aujourd'hui, quand on est une société déficitaire, de transmettre des déficits. Donc transmettre des déficits, un moyen de le faire, qui n'est pas, voilà, qui peut poser problème, c'est de faire entre guillemets, faire des prestations de services plus ou moins avec une consistance plus ou moins, une réalité plus ou moins, voilà, importante. Et donc ça, ce genre de sujet, c'est un sujet sur qu'on regarde avec beaucoup d'attention. Bon, ensuite, alors si vous avez des questions sur ce sujet, peut-être on verra après. Hein, je ne sais pas comment c'est organisé, si les participants peuvent intervenir, s'il y a des questions qui se posent à l'écrit, parce que je ne les vois pas. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à me le faire remonter pendant que je parle. Sur un autre point important de risque fiscal, c'est tout ce qui est imposition en report, imposition différée, plus-value latente, qui sont liées à des restructurations passées.
Donc là, alors ça concerne peut-être pas toutes les sociétés, notamment peut-être pas les petites sociétés, mais je veux dire, il y a plusieurs opérations qui entraînent, entre guillemets, qui sont faites en neutralité fiscale et qui entraînent voilà, l'existence de plus-value latente ou d'imposition qui est mis en report ou de choses comme ça. Donc là aussi, notre travail, c'est de pouvoir identifier ça et en informer l'acquéreur. Voilà. Il y a aussi cet autre point qui aussi arrive très souvent, c'est voilà, vous achetez une société, il y a un montant de déficit et voilà, vous vous dites, voilà, je vais reprendre cette société, il y a déjà 500 000 euros de déficit reportable, donc moi je sais que je vais pouvoir faire 500 000 euros de profit sans payer d'impôts. Alors oui, c'est vrai, sauf que c'est pas parce qu'il y a un montant de déficit reportable qui est inscrit sur l'alias fiscal qu'il est forcément valable. Donc ça, c'est un sujet aussi qui est important. C'est-à-dire que quand vous achetez une société qui a des déficits reportables, quelle est la valeur de ces déficits reportables? Est-ce qu'ils sont vraiment utilisables? Est-ce qu'ils sont vraiment utilisables? Donc là aussi, on va faire un travail d'essayer de retrouver l'origine des déficits reportables, au titre de quel exercice ils ont été créés et comment ils se sont reportés d'année en année. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas eu d'événements pendant cette période d'accumulation de déficits reportables qui, quelque part, ont entraîné quelque part une remise en cause de ces déficits qui ne seraient plus utilisables, notamment du fait d'une cessation d'activité, donc par exemple, ou un changement d'activité. Et donc, si vous achetez cette société avec des déficits reportables et que en fait vous vous rendez compte qu'il y a un changement d'activité qui fait qu'en fait, s'il y a un contrôle fiscal, on va vous dire, ces déficits reportables, certes, ils apparaissent sur l'alias, mais en fait, vous les avez peut-être déjà utilisés, déjà depuis 2 ans, mais en fait, on vous dresse parce que ces déficits n'existaient pas, parce que la société a changé d'activité en cours de route. Et donc, tous les déficits d'avant, qui se rapportaient à une activité ancienne, qui n'est pas celle que vous avez reprise finalement, eh ben, ne sont pas utilisables. Donc ça, c'est un risque important, je pense, pour un acquéreur, notamment quand vous achetez une société qui a des déficits reportables. Après, il y a tout ce qui est provision amortissement, ça aussi c'est quelque chose d'extrêmement classique pour les inspecteurs des impôts. C'est à chaque fois qu'ils voient des provisions ou des amortissements, ils vérifient quelle est la méthode, donc quelle est la méthode a été utilisée pour apprécier une provision, donc une provision pour risque, une provision pour charge, parce que les provisions sont comptabilisées, mais elles peuvent ne pas être déductibles. Donc, si vous voulez, il peut y avoir des provisions. Alors, il y a deux niveaux de risque. Il peut y avoir une provision qui n'aurait pas dû être comptabilisée, mais ça relève plutôt de l'audit comptable et financier. Et il y a des provisions qui ont été comptabilisées, mais qui n'auraient pas dû être déduites fiscalement. Donc, ça aussi, c'est un sujet qu'on va regarder. Et puis, on va regarder aussi la cohérence des traitements des provisions entre les dotations et les reprises. C'est-à-dire que quand vous faites des dotations de provisions, donc c'est des charges, et que vous les traitez comme des charges déductibles, les reprises de provisions, quand vous reprenez la provision, doivent être imposables. Et vice-versa. Si vous faites des dotations de provisions non déductibles, les reprises de provisions sont non imposables. Donc il peut y avoir des incohérences entre les dotations et les reprises. C'est-à-dire que si vous avez fait une dotation de provision, donc une charge comptable déductible, et que quand vous reprenez la provision, vous la traitez en non imposable, eh ben c'est anormal. Donc là, c'est un risque de redressement. Vous voyez, voilà. Ensuite, sur ce que je disais sur la définition des PME communautaires, donc c'est ce qu'on observe pour la plupart des acquisitions de petites sociétés, c'est que les petites sociétés sont en général dans ce critère et que bénéficient de régimes qui sont liés à ce critère, et donc il faut vérifier que les critères sont bien remplis pour ça, et vérifier que l'acquisition ne va pas entraîner une sortie de ce régime. Donc ça, là-dessus aussi, on intervient et on fait l'analyse avant, après, est-ce que ça change quelque chose. Et alors après, il y a tout ce qui est dispositif spécifique. Alors là, on ne peut pas faire une liste de tout ce qui peut exister, mais
il y a plusieurs régimes fiscaux qui existent. Et alors, je pense notamment que celui qui est peut-être le plus, un qu'on rencontre le plus souvent, qui est connu, c'est l'amortissement Macron. Donc, c'est la possibilité, quand vous faites des investissements en équipement, de pouvoir non seulement déduire l'amortissement comptable normal, donc l'amortissement comptabilisé et déductible, mais de pouvoir déduire en plus uniquement en fiscalité ce qu'on appelle un suramortissement. Voilà. Et là, c'est purement un amortissement fiscal. Et donc, quand vous avez une société qui a fait des acquisitions d'équipements qu'elle considère éligibles pour l'amortissement Macron, elle va chaque année déduire un amortissement comptable classique et un suramortissement fiscal. Et ça va se faire pendant la durée d'amortissement. Donc, ce qui fait que quand vous achetez la société, vous avez à la fois un risque, on va dire un passif, qui serait que, en fait, les investissements qui ont été faits n'étaient pas éligibles, et donc tous les amortissements qui ont été faits sur le passé, finalement, ont été faits à mauvais escient et entraînent un risque de redressement. Et puis, donc ça c'est un risque, mais vous avez aussi un actif qui n'est pas comptabilisé, c'est-à-dire que si vous rachetez la société, vous savez si les investissements sont bien confirmés comme étant éligibles, vous savez que vous avez encore la durée d'amortissement restante, qui peut être de plusieurs années, où chaque année, vous allez pouvoir avoir une déduction fiscale supplémentaire et qui n'est pas reflétée dans les comptes. Donc, sur ce sujet de l'amortissement Macron, ça va dans les deux sens. Notre travail va consister à la fois d'identifier un risque pour le passé ou un actif non comptabilisé, donc qui ne se voit pas, pour l'avenir. Sur la TVA. Alors, sur la TVA, comme je disais, c'est pas un audit TVA proprement parler, très poussé, qu'on fait, ou très rarement. Dans la majorité des cas, c'est un audit formel. Donc, on va revoir l'ensemble des déclarations de TVA, déjà pour vérifier que la TVA a bien été déclarée, pour vérifier que, quelque part, quand on voit chaque mois la TVA déclarée, que c'est cohérent, vérifier s'il y a des régimes TVA spécifiques qui sont mentionnés dans les déclarations de TVA. Et puis, on va, alors, par exemple, ça peut être des taux réduits ou la présence d'autoliquidation dans certains cas. Donc, on va vérifier si ça existe et si ça a été bien fait. Et puis, on va comparer les 12 mois de TVA de l'année civile déclarés sur les déclarations de TVA avec le chiffre d'affaires déclaré dans la comptabilité financière, donc dans les comptes. Et on aura toujours une différence. Ce ne sera jamais exactement le même chiffre. Mais on va faire cet exercice sur 1, 2, 3 exercices et 3 années. Et donc, on va pouvoir voir si c'est cohérent, si les deux sont cohérents, même si c'est différent. Alors, pourquoi c'est nécessairement différent? C'est que la prise en compte du chiffre d'affaires en TVA n'est pas forcément la même date que la prise en compte du chiffre d'affaires pour la comptabilité. Donc, on a forcément une différence, mais simplement cette différence, si elle est raisonnable, on va dire, ben on va dire que c'est quelque chose qui semble normal. Et si on a des différences élevées, on va souligner le sujet. C'est-à-dire qu'on va dire, ben là, on va poser la question, on va dire, il y a un écart important entre la TVA déclarée en 2018 par rapport au chiffre d'affaires déclaré dans les comptes en 2018. D'où vient cette différence? Et là, après, il faut que la société cible puisse expliquer. Voilà. Donc, s'il y a vraiment une grosse différence qui n'est pas expliquée, ben, c'est un risque. Donc voilà. Ensuite, on va faire un compte rendu détaillé de tout ce qui est remboursement, crédit, remboursement de TVA. Est-ce qu'il y a déjà eu des remboursements de TVA? Est-ce qu'il y a une situation de crédit de TVA reportable? Est-ce que les demandes de remboursement de crédit de TVA ont été accordées ou pas, etc. Donc là aussi, on va faire un détail assez poussé là-dessus pour que l'acquéreur ait une bonne vision de qu'est-ce qui est encore à récupérer, qu'est-ce qui a déjà été récupéré. Est-ce qu'il y a des demandes de remboursement de TVA qui n'ont pas été accordées, ce qui est un signe, voilà, peut-être signifie qu'il y a l'administration considère qu'il y a peut-être un risque et qu'ils vont vous poser des questions. Et donc tout ça, par rapport à cette revue formelle de la TVA, est-ce que finalement il n'y a pas une nécessité d'avoir un audit complémentaire? Voilà. Ou est-ce qu'on en reste là parce qu'on considère que tout ça est assez cohérent et que il y a probablement peu de risques? Voilà, donc c'est une appréciation à faire. Donc ça, c'était sur la partie TVA. Ensuite, il y a un autre aspect qui est
je pense, assez souvent sous-estimé et qui en fait crée un risque. Dans quasiment toutes les audits fiscaux moi, que j'ai pu faire, il y a systématiquement des défauts de déclaration sur ce qui est DAS2, IFU, DES et DEB. Donc DAS2, c'est la déclaration des honoraires et déclaration d'honoraires. Donc, les sociétés sont censées déposer chaque année une liste de toutes les prestataires à qui ils ont versé des honoraires. Voilà. Et alors, c'est pas une déclaration qui entraîne un impôt, c'est juste déclaratif. Mais les sanctions en absence de déclaration sont assez importantes, puisqu'elles sont en théorie de 50% des montants qui auraient dû être déclarés. Donc ça peut tout de suite beaucoup chiffrer. Alors les sanctions sont importantes, mais excusez-moi. Les sanctions sont importantes, mais il y a le plus souvent, dans la quasi-totalité des cas, une possibilité de régularisation. Voilà. Et la régularisation, elle se fait sans pénalité si c'est la première, si c'est le premier défaut, entre guillemets. Donc là-dessus, ce qui se passe, c'est que dans la majorité des cas, on va dire, les DAS2 n'ont pas été bien faites, ou ont été faites de façon imparfaite, ou elles sont manquantes. Donc, en revanche, on constate qu'il n'y a pas eu, dans le passé, en tout cas, la société civile nous indique qu'il n'y a pas eu de question de l'administration fiscale ou de mise en demeure de dépôt de l'administration fiscale. Dans ce cas-là, on sait que même si le risque théorique, c'est 50% des montants qui auraient dû être déclarés, on sait aussi que si on fait la déclaration spontanément, avant de recevoir une relance de l'administration fiscale, on va échapper à ce risque. Donc ça, on va l'identifier, et ça peut devenir quelque part une condition. C'est-à-dire que l'acquéreur peut dire, moi, je vais faire mon offre, mais on m'a dit qu'il y avait un risque élevé parce qu'il y avait un défaut de déclaration. Donc, je vous demande que vous régularisez tout ça et que vous me prouviez que vous avez tout régularisé avant que j'achète. Donc, voilà. Le sujet est le même aussi pour les IFU. Les IFU, c'est des déclarations qu'on doit faire également tous les ans pour tout ce qui est distribution de dividendes ou paiement d'intérêts. Donc, c'est un formulaire aussi qui n'entraîne pas d'imposition, mais qui, s'il n'est pas déposé, entraîne des pénalités également, potentiellement de 50% des sommes qui n'ont pas été mentionnées. Donc, et là, on a le même, alors il y a quelques différences avec les DAS2, mais on a le même système, le même principe de régularisation sans pénalité si c'est la première infraction. Donc, de la même façon, on va indiquer, voilà, les IFU n'ont pas été faits, ils auraient dû être faits. Est-ce que vous pouvez les faire avant que je fasse mon offre ou avant que j'achète? Voilà. Ensuite, les DES, DEB, c'est deux choses qui ont le même esprit, c'est les déclarations d'échange de biens et de services. Donc ça, c'est quand vous avez des flux à l'international, vous devez faire ces déclarations sur le suivi des montants des transactions internationales. Et si vous ne l'avez pas fait, et malheureusement c'est souvent le cas, il y a des pénalités qui peuvent être, alors il y a des pénalités à la fois par défaut. Donc, alors je me souviens plus exactement, mais je crois que ça peut être, je crois que c'est 150 € par défaut, mais en fait ça peut être, comme il y en a plusieurs, ça peut faire des montants importants à la fin, quoi. Donc si vous voulez, ça peut être un risque qui peut être important, ça peut être un risque de l'ordre de 5 000, 10 000 € uniquement en pénalité, parce que des déclarations n'ont juste pas été déposées. Voilà. Donc ça, c'est pareil, si on identifie ça, on va demander à ce que ça soit régularisé avant l'acquisition, et s'il y a des pénalités, qu'elles soient payées finalement et que ça soit pris en compte dans la fixation du prix. Voilà. Et donc voilà, c'est ce que je disais, on va faire un contrôle de cohérence de ces déclarations. Pour les DAS2, c'est facile, on va dans les états financiers, il y a une ligne honoraire versée. Donc on va regarder quelle est la ligne, quel est le montant des honoraires versés dans la comptabilité, et on va voir si dans les DAS2, il y a le même montant. Et si le montant est différent, on va dire comment ça se fait, vous avez déclaré en comptabilité que vous avez versé 50 000 € d'honoraires pendant l'année, et puis vous avez bien déposé vos DAS2, mais on voit que 5 000 € déclarés dans les DAS2. Donc c'est quoi la différence? Oui. Et donc là aussi,
ça peut permettre d'identifier un risque. Pareil pour les IFU, on va comparer les montants des dividendes, des intérêts qui apparaissent dans les comptes par rapport à ce qui est déclaré dans les IFU. Et pour les DES, DEB, on a aussi une référence par rapport, on peut aussi faire un contrôle de cohérence entre les DES, DEB et les déclarations de TVA. Donc voilà, ça nous permet de voir s'il y a des gros écarts. Voilà, donc même si toutes ces déclarations sont bien faites, DS2, IFU, DES et DEB, si elles sont faites, si elles existent, elles peuvent être insuffisantes. Donc c'est important de pouvoir faire des contrôles de cohérence. Et c'est ce qu'on fait dans le cadre de l'audit. Ensuite, on fait également donc, les revues de tout ce qui est crédit d'impôt, CICE. Alors maintenant, c'est plus le cas, mais c'était le cas encore il n'y a pas très longtemps. Donc, vous pouvez encore avoir du CICE dans les sociétés que vous avez achetées sur les exercices précédents. Donc, on va vérifier est-ce que ça a été bien calculé, est-ce qu'il n'y a pas eu des erreurs de base. Sur le CIR, le CIR, j'en ai déjà souvent parlé dans le cadre du CLEDAM, c'est un sujet principal, c'est un des sujets principaux de risque. C'est-à-dire que le CIR, c'est sur une base déclarative. C'est-à-dire que voilà, vous achetez une société dans laquelle il y a du CIR, il faut que vous sachiez que c'est sur une base déclarative. Donc c'est que le dirigeant de la société a considéré qu'il était dans le cadre du CIR et il a peut-être déjà eu un remboursement. Mais en fait, peut-être qu'il n'y avait pas droit. Donc il y a quand même là aussi une source de risque important sur le CIR. Et puis après, tout autre crédit d'impôt, voilà, enfin, il y en a plein. Hein. À chaque fois, nous, de toute façon, on voit tout de suite les crédits d'impôt puisqu'ils sont imputés ou remboursés. Et à chaque fois qu'il y a un crédit d'impôt, on vérifie si on est bien dans les clous. Voilà, on va faire une appréciation globale de ça parce que si on sent qu'il y a un sujet sur le CIR, par exemple, on ne peut pas se prononcer définitivement. Hein. Ça nécessite un audit complémentaire éventuellement. Alors une fois qu'on a identifié tout ça, on va faire un tableau synthétique. On va essayer de classer les risques en fonction des types, donc impôt sur les sociétés, TVA, pénalité, etc. On va faire une description de quel est ce risque. On va faire un chiffrage. Alors si on peut faire un chiffrage exact, on va le faire. Si on peut faire une fourchette, on fait une fourchette. Quel est le risque minimal, quel est le risque maximal, etc. Est-ce que c'est un risque sûr ou que c'est juste une estimation? Et puis, on va faire aussi, ce qui est un peu différent des chiffrages, on va faire une appréciation de risque. Donc, vous pouvez avoir un risque qui est élevé en termes de montant. On l'a chiffré, il est élevé en termes de montant. Mais il est faible parce que c'est un sujet qui est discutable. C'est un sujet qui ne donne pas toujours lieu à des redressements. Donc on va dire que c'est un risque faible. Ou alors, ça peut être un risque qui, en termes de montant, est faible, mais on va dire, mais en fait, c'est un risque fort parce qu'on est quasiment sûr, s'il y a un contrôle fiscal, qu'il y aura un redressement. Voilà. Donc, on va classifier ça. En général, on dit faible, moyen ou fort. Et ce tableau, et pour chaque risque, c'est important, on va dire quelle est notre recommandation, c'est-à-dire comment traiter ce risque. Est-ce que c'est un risque qui nécessiterait un audit complémentaire? Donc, est-ce que vous, en tant qu'acquéreur, vous souhaitez la nature du risque, son montant et son appréciation fait que vous ne voulez pas aller plus loin sans avoir un audit complémentaire? Ou est-ce que c'est simplement un risque qui va impliquer juste une demande de votre part en tant qu'acquéreur d'une régularisation, donc avant que vous vous engagiez, ou du dépôt de déclaration rectificative. Voilà. Donc ça, c'est les options les plus légères. Et après, si on a des choses qui sont vraiment matérialisées, chiffrées, avec des risques importants, on passe sur des choses qui vont plus impacter la négociation du prix, c'est-à-dire l'exigence d'une garantie de passif, voilà, avec, pourquoi pas, une garantie de la garantie, ou voire une réduction de prix. Voilà. Alors, moi, j'ai un commentaire un peu général sur le sujet, c'est-à-dire que, et ça m'est déjà arrivé, il se peut qu'on identifie au stade de l'audit des risques qui sont chiffrés, qui sont forts, qui sont peut-être significatifs, mais finalement, qui ne vont pas entraîner du côté de notre client, donc l'acquéreur, de demandes particulières vis-à-vis de la cible. Parce que vous voulez acheter cette société, vous êtes conscient du risque parce qu'on vous l'a révélé, vous le connaissez, mais vous n'avez pas envie de, quelque part, mettre en péril la négociation.
Donc ça arrive. C'est pour ça que je pense que je parle du process. Le process est important parce que le process, c'est quelque chose de neutre. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit se faire, c'est dans les usages, voilà, on achète, on fait un audit, c'est un process, il y a pas d'agression dans le process. Et vous, en tant que... Ah, on a perdu la voix de M. Couty. On n'a plus de son, Benoît. Ça revient. Ah oui. Visiblement, nous avons un petit problème avec la connexion de Monsieur Couty. Est-ce que là, moi, Monsieur Couty, je vous vois hors ligne, donc je ne sais pas quel est l'état de votre connexion Internet. Si vous nous entendez, faites-nous un petit signe. En attendant, ceux qui ont des questions peuvent les poser dans le chat. Oui, il y a déjà quelques questions. Monsieur Couty, si vous nous entendez, essayez de quitter la plateforme de webinaire, enfin de la fermer complètement et de la relancer.